Monsieur le Président, cher Étienne Cagnard, Mesdames et Messieurs les parlementaires et les élus, Mesdames, Messieurs les délégués d'organismes mutualistes. Vous avez, Monsieur le Président, tout au long de votre intervention, rappelé le rôle majeur que joue la mutualité, que jouent les mutuelles, pour parler comme parlent les Français, dans notre système de santé, mais pas seulement dans le système de santé en termes de remboursement, ni même simplement dans la capacité que vous avez de proposer des établissements et une offre de soins, j'y reviendrai. Mais la mutualité, les mutuelles, jouent un rôle essentiel parce que dans la représentation, dans l'imaginaire de nos concitoyens, les mutuelles, c'est ce qui accompagne au quotidien, à côté de la sécurité sociale, lorsque l'on est malade ou lorsque l'on est susceptible de le devenir. Et au fond, l'attachement que les Françaises et les Français expriment à l'égard, encore une fois, de leur mutuelle, au point de parler de leur mutuelle, même lorsque parfois, et je ne dirai rien de cela, ils ne sont pas affiliés à une mutuelle, mais à un organisme complémentaire autre, montre bien qu'il y a là un enjeu tout à fait essentiel pour nous tous, qui est de faire en sorte que votre rôle, votre engagement soit non seulement reconnu, mais soit accompagné dans un environnement qui bouge, environnement réglementaire, environnement européen, environnement économique aussi, et environnement social, puisque, à l'évidence, nous avons ensemble à faire face à des besoins en termes de santé, des besoins de la population qui se sont transformés, à des attentes qui, elles aussi, se sont transformées. Mais je veux dire ma conviction, et celle qui me guide depuis 3 ans, ma conviction que pour relever ces défis, pour faire face à disons, la nécessité de faire évoluer notre système de soins et notre système de santé. Nous avons ensemble un précieux trésor, en quelque sorte, à faire vivre. Celui de la conviction que la République sociale, solidaire, universelle, est un bien précieux que nous ne devons pas dilapider. Et qu'il serait un comble que ce bien qui s'est construit au lendemain de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, dans un contexte difficile, qu'il serait contradictoire qu'aujourd'hui, alors que nous sommes confrontés à d'autres difficultés, de nature différente assurément, mais d'autres difficultés, nous le laissions disparaître au motif même que la crise appellerait au fond le recours à des solutions marchandes. Parce que pour faire face aux défis que nous avons à relever, nous partageons ensemble des valeurs qui sont celles qui fondent votre identité, l'identité mutualiste. Ces valeurs, ce sont celles de la solidarité, permettre à chacun d'être couvert en fonction de ses besoins, sans cotiser en fonction de son état de santé. Ces valeurs, c'est celle de l'égalité, défendre l'accès aux soins pour tous nos concitoyens, en tout point du territoire. Ces valeurs, c'est aussi celles qui traversent, qui irriguent l'économie sociale et solidaire, agir pour l'intérêt général sans visée lucrative. Et c'est pour garantir que l'action des mutuelles pourra continuer de s'inscrire dans ce cadre, que le gouvernement agit et continuera d'agir. 95% des Français ont une couverture complémentaire. Et pour 6 Français sur 10, cette couverture complémentaire, c'est une mutuelle. Dans notre pays, la santé reste un bien commun, protégé en très grande partie du marché, protégé des aspirations lucratives.
Et c'est une fierté que nous devons à notre action commune et que nous devons assumer et revendiquer. En tout cas, moi, je l'assume et je le revendique. On m'a suffisamment reproché de vouloir porter ces valeurs-là pour qu'aujourd'hui, je ne dise pas que je ne les abandonnerai pas. Et faire en sorte que la santé publique puisse continuer de vivre, c'est la développer, c'est la déployer, c'est renforcer, comme vous l'avez souhaité, Monsieur le Président, il y a un instant, c'est renforcer non seulement les soins, mais la prévention, ce qui amène, on le voit encore avec ce qui s'est passé cette nuit à propos de la loi Évin, ce qui amène à toujours plus de vigilance, parce qu'il y a beaucoup de voix soi-disant éclairées dans notre pays qui nous demandent de faire toujours plus de prévention et qui pourtant ne s'exonèrent pas de céder devant certains lobbies. Et la santé publique, l'intérêt de la santé de nos concitoyens, c'est aussi avoir la force et la responsabilité de refuser cette évolution et de lutter contre ces dérives. Ces 3 dernières années, le gouvernement et le mouvement mutualiste ont agi ensemble pour que des mesures concrètes soient prises pour garantir l'accès aux soins de nos concitoyens. Le président de la République s'était engagé fortement à renouer avec la justice sociale. Et c'est dans le sillon qu'il a ouvert que j'ai pris avec vous, avec votre soutien, toute une série de mesures. Vous en avez évoqué la plupart, je veux y revenir, pour dire qu'elles constituent un socle important pour préserver et poursuivre notre action. Nous avons commencé, en termes de calendrier d'ailleurs, nous avons commencé par l'encadrement des dépassements d'honoraires. Alors que la majorité précédente avait laissé augmenter ces dépassements au point d'envisager même de les consacrer en imposant leur prise en charge par les mutuelles et les autres organismes complémentaires, nous avons mis fin à cette dérive insidieuse et que je crois dangereuse. Collectivement, autour de l'assurance maladie, vous vous êtes mis d'accord, nous sommes mis d'accord avec l'avenant 8, ce qui ne fut pas sans difficulté. Et je veux saluer votre détermination personnelle, Monsieur le Président, celle de tout votre mouvement qui s'est engagé sans arrière-pensée. Et les résultats sont là, parce que j'entends parfois des interrogations, des inquiétudes, mais des résultats sont là, ce qui ne signifie pas que nous ne devons pas aller plus loin. Mais ils sont là puisque, pour la première fois, nous avons observé depuis 2012 que la part des actes pratiqués au tarif de la sécurité sociale par les médecins de secteur 2 a progressé et que, parallèlement, le niveau moyen des dépassements des médecins en secteur 2 a diminué jusqu'à 10% pour certaines spécialités, ce qui est évidemment tout à fait considérable. D'autant plus remarquable si on le rapporte à la progression sur les dépassements qui avaient été observés au cours des 10 années précédentes. Alors oui, il y a des difficultés qui demeurent et nous ne devons pas nous les cacher. Elles demeurent en particulier dans certains secteurs géographiques, à Paris et dans certaines grandes villes. Et nous devrons voir comment traiter, gérer cette différenciation géographique très forte, mais je souhaite que les difficultés parisiennes, si j'ose dire, n'occultent pas les résultats que nous avons obtenus ensemble ailleurs. Ensuite, nous avons agi avec la mise en place des contrats responsables, à votre initiative. Et c'est dans le cadre de la loi de financement pour la sécurité sociale de 2014, après de longs échanges avec vous, que ces contrats se sont installés. Ils se mettent en place progressivement, et je sais que certains parmi vous auraient souhaité que tout de suite, ces contrats soient plus contraignants. Vous l'avez rappelé il y a un instant à cette tribune. Mais vous le savez très bien, il fallait aussi convaincre
convaincre des professionnels de santé qui se sont inquiétés pour leur rémunération, convaincre surtout des assurés qui étaient aussi inquiets pour leur remboursement, convaincre des partenaires sociaux qui ont exprimé leur inquiétude aussi pour leur autonomie en tant que négociateurs des accords collectifs. Alors nous nous sommes interrogés, avec vous d'ailleurs, nous nous sommes interrogés sur la meilleure mise en œuvre possible, en tenant bon sur l'objectif. Moi, je veux vous dire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je veux vous dire ma conviction profonde que les contrats responsables marqueront, quand on les regardera d'ici quelques années en arrière, marqueront une étape, un tournant absolument décisif, bien au-delà de ce que nous pouvons encore imaginer. Tournant décisif parce que c'est une dynamique de régulation qui s'engage. Et par définition, les dynamiques de régulation, elles mettent un peu de temps à s'installer, elles mettent du temps à produire des résultats et elles mettent du temps à être comprises. Et ma conviction, c'est que nous tenons là un instrument absolument majeur dont nous devons nous donner les moyens de le faire vivre, de le faire progresser et sans doute aussi de le faire connaître. Il eût été beaucoup plus facile de ne pas bouger et de ne pas adopter ces contrats responsables qui, et vous le savez vous-même, ne sont pas toujours compris, qui sont perçus comme la volonté de limiter les prises en charge, alors qu'il s'agit d'enrayer la spirale inflationniste sur les coûts que nous avons constatée depuis quelques années. Et moi, je veux dire ma confiance que ce système, grâce à vous, pourra produire des résultats en direction et en faveur de chacune et chacun de nos concitoyens. Nous avons également agi pour conforter l'offre de soins mutualiste. Parce que, je le disais tout à l'heure, vous l'avez rappelé, trop souvent, quand on parle mutuelle, en tout cas quand les Français parlent mutuelle, pensent mutuelle, ils pensent remboursement. Pour eux, la mutuelle, c'est celle qui accompagne, complète la sécurité sociale, l'assurance maladie obligatoire. Mais la mutualité, les mutuelles, la mutualité, le mouvement mutualiste, c'est d'abord un projet pour la santé des femmes et des hommes, des valeurs, je les ai rappelées tout à l'heure, mais aussi une offre de soins, une offre de santé cohérente que vous proposez dans des établissements hospitaliers, des centres de santé, des centres dentaires et d'optique, des établissements pour la petite enfance, des services aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. Vous l'avez rappelé, j'ai été présidente d'un conseil général d'un département, l'Indre-et-Loire, dans lequel la mutualité est active et où l'offre de soins mutualistes est importante. Et donc j'ai pu vivre quasiment au quotidien l'importance de votre contribution. Et le rapport IGAS auquel vous avez fait, enfin de l'Inspection générale des affaires sociales, auquel vous avez fait référence tout à l'heure, met bien en valeur et en évidence cette importante contribution qui est la vôtre. Cette offre de santé, elle est un instrument privilégié de solidarité et vous cherchez à mettre en place des parcours autour du patient qui s'appuient à la fois sur la prévention et l'éducation thérapeutique, sur des prises en charge coordonnées par les différents professionnels et qui mettent en lumière, en évidence, l'accompagnement médico-social. C'est, au fond, de façon assez proche, le projet que je porte dans le cadre de la loi de modernisation du système de santé. D'abord avec le rétablissement du service public hospitalier, qui a donné lieu à beaucoup de critiques dans certains établissements ou de la part de certains établissements, mais le rétablissement du service public hospitalier qui avait été supprimé en 2009, c'est tout simplement la reconnaissance que les missions qu'assurent les établissements de santé de service public sont des missions qui ne peuvent pas se découper en petits morceaux,
qui doivent être assumées collectivement dans l'intérêt de nos concitoyens. Et bien sûr, parmi les établissements qui relèvent de ces missions de service public, il y a les établissements mutualistes. J'ai également souhaité revaloriser le rôle des centres de santé dans les soins de premier recours, en sécurisant leurs conditions de financement par l'assurance maladie, en garantissant que toutes les avancées obtenues pour les professionnels libéraux seraient transposées aux centres de santé, en permettant que la généralisation de la rémunération des équipes pluriprofessionnelles que j'ai annoncée et mise en œuvre s'applique aussi aux centres de santé. Et à ce titre, je me réjouis que la perspective d'une signature dans les toutes prochaines semaines entre l'assurance maladie et les représentants des centres de santé soit maintenant quasiment acquise et que nous puissions ainsi conforter davantage ces établissements. Alors évidemment, les centres de santé ne sont pas tous mutualistes, mais la mutualité a pas mal de centres de santé. Et à cet égard, elle pourra directement bénéficier de ces évolutions. Au-delà du rétablissement du service public hospitalier, du renforcement des centres de santé, de la mise en place de politiques de coopération, la loi que je porte s'inscrit dans la même appréciation de ce que doit être notre politique que celle que vous mettez en avant depuis un certain temps et que vous avez réaffirmée il y a quelques jours dans une tribune signée avec des partenaires sociaux et le CIS représentant les patients. Nous partageons cette idée que nous devons aller vers le renforcement des soins de premier recours avec le développement des maisons de santé pluriprofessionnelles, que nous devons garantir l'accès aux soins partout en luttant contre les déserts médicaux, que nous devons faire en sorte qu'à une offre de soins cloisonnée se substituent des parcours de soins pour nos concitoyens et une meilleure coopération entre tous. Cela, nous le faisons en partageant une même ambition, consolider la couverture maladie par l'assurance maladie obligatoire. Et je vous remercie une fois de plus pour exprimer une position extrêmement claire et constante en la matière, Monsieur le Président. Vous le dites joliment, vous dites que la mutualité est un assureur paradoxal. Paradoxal puisque, à la différence des autres assureurs, vous ne souhaitez pas que l'assurance maladie obligatoire augmente votre chiffre d'affaires en transférant des charges vers les complémentaires, ce qui n'exclut pas que vous soyez évidemment attentif à votre chiffre d'affaires, mais c'est bien naturel. Parce que vous ne voulez pas que les transferts abondamment utilisés dans le passé reviennent et fassent payer davantage vos adhérents. J'ai, depuis 2012, résolument tourné le dos à ces pratiques et je veux le dire que je poursuivrai dans cette voie. Parce que, pour moi, les déremboursements, les franchises, les forfaits, c'est un obstacle concret sur la route de l'égalité de l'accès aux soins. Mais les économies que nous faisons bénéficient aussi aux mutuelles et à leurs adhérents, parce que quand baisse le prix des médicaments, quand on lutte contre les prescriptions inutiles, ce sont aussi des dépenses en moins pour les mutuelles et la mutualité. Vous savez que je suis attachée à ce que le reste à charge des Français se stabilise, si possible recule. Et vous l'avez dit, c'est ce qui s'est passé au cours des 3 dernières années. Alors que dans la décennie des années 2000, le reste à charge s'est alourdi au détriment de nos concitoyens, qu'il y a eu des transferts de l'assurance maladie vers les mutuelles, depuis 2012, la part des dépenses de santé à la charge des ménages a reculé, celle à la charge des complémentaires est restée stable, et celle prise en charge par l'assurance maladie a progressé. C'est pourquoi, d'ailleurs, comme vous le soulignez dans cette tribune que j'évoquais il y a un instant,
cette tribune, donc, qui a été signée par plusieurs partenaires, dans cette tribune, vous avez indiqué que les complémentaires, et en particulier les mutuelles, ne peuvent pas être des variables d'ajustement permettant de pallier le désengagement de l'assurance maladie. Et c'est bien le sens de l'action que je porte. Et c'est pourquoi je vous le dis, et vous l'avez fait il y a un instant, je pense que nous avons tous ensemble intérêt à sortir de ce discours parfois récurrent sur le désengagement de l'assurance maladie. Pas simplement parce que les chiffres montrent que ça n'est pas le cas, mais parce que nous ne pouvons pas donner prise au discours nostalgique que certains veulent agiter. Non, c'était pas mieux avant, pour dire les choses simplement. Oui, il y a des progrès à faire, mais je ne suis pas certaine que nos concitoyens auraient envie de se retrouver pris en charge par le système de santé d'il y a quelques décennies, et pas forcément 1945. Rappelons-nous que la couverture maladie universelle ne date d'il y a une quinzaine d'années, et que là encore, c'était un progrès qui devait être à un gouvernement de gauche. Mais je crois aussi que nous devons faire attention à ne pas fragiliser le consentement à notre système, l'adhésion à la sécurité sociale, à l'assurance maladie, aux mutuelles, en opposant d'un côté les patients qui ont besoin de soins courants et ceux qui recourent à des soins lourds et qui sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie obligatoire. Parce qu'au fond, chaque individu a toutes les chances ou tous les risques de se retrouver, au fur et à mesure que sa vie avance, passer d'une catégorie à une autre. Peu de Français échappent à des maladies liées au vieillissement qui supposent un accompagnement de tout instant. Réaffirmer le rôle de l'assurance maladie obligatoire comme le socle, la colonne vertébrale de notre système de prise en charge de soins, ce n'est pas dans mon esprit nier le rôle des mutuelles. Et il ne s'agit évidemment pas de ne pas reconnaître cette place en permettant que le pilotage des politiques de santé n'exclue ni les mutuelles, ni les associations de patients, ni les partenaires sociaux. C'est ce que nous avons fait avec l'avenant 8, c'est ce que nous faisons dans l'ensemble de nos politiques, c'est ce que nous faisons aussi, et je vous ai entendu, avec l'ouverture des données de santé, parce que l'article qui porte sur l'open data, comme on dit, et la mise à disposition des données de santé détenues par les pouvoirs publics, par l'assurance maladie obligatoire, cet article a pris en considération nombre de vos propositions pour intégrer en particulier les représentants de la société civile dans l'examen des projets qui pourront ainsi être améliorés. Le secteur mutualiste fait face à d'importantes mutations. Pour s'adapter à un monde de plus en plus concurrentiel, vous avez fait des choix que nous soutenons. Je n'ai pas besoin de détailler les évolutions auxquelles vous êtes confrontés. L'évolution du cadre réglementaire, fiscal, l'évolution des règles du marché. Depuis 3 ans, le gouvernement a mis en avant 2 objectifs. Donner au mouvement mutualiste les conditions d'une égale concurrence par rapport à d'autres partenaires et tenir compte de vos spécificités historiques. Donner aux mutuelles les mêmes instruments que les autres organismes, c'était l'objectif de la loi, c'était l'objectif de la présentation de la proposition de loi sur les réseaux, dite désormais loi Leroux. Cette loi a placé les mutuelles sur un pied d'égalité avec les autres organismes sur le sujet des réseaux de soins. Parce qu'il n'y avait absolument aucune raison, aucune, pour que ce qui était permis à d'autres complémentaires ne soit pas autorisé aux mutuelles. Ça, c'était une évidence. Et donc, les réseaux de soins se mettent en place, se sont mis en place, se sont confortés.
Ils permettent de réduire le reste à charge, en particulier sur les dépenses d'optique, où l'intervention des mutuelles est déterminante. Et je me réjouis que ces réseaux se développent, qu'ils soient efficaces. La loi Leroux constitue un point d'équilibre aujourd'hui, et l'efficacité de vos réseaux de soins sera, je n'en doute pas, appréciée de nos concitoyens. Permettre aux mutuelles de jouer avec les mêmes armes que d'autres, c'est aussi ce que nous avons fait avec la loi sur l'économie sociale et solidaire, que Benoît Hamon a portée avec beaucoup de vigueur. Elle a permis l'extension de la coassurance, un outil particulièrement adapté aux petites mutuelles. C'est ce qui a permis à plusieurs d'entre elles de présenter des candidatures groupées pour l'appel d'offres relatif à l'aide à la complémentaire santé. Et je peux vous confirmer, Monsieur le Président, comme je l'ai fait lors de la réunion du Conseil supérieur de la mutualité, ma volonté que soit mise en avant dans la présentation de ces offres, soit mise en avant la qualité des propositions qui sont faites aux bénéficiaires potentiels de l'aide à la complémentaire santé et pas simplement des arguments de prix, parce que nous savons bien que les personnes fragiles, les personnes modestes, sont celles qui précisément ont besoin d'être épaulées par des offres qui parlent de contenu, qui parlent d'accompagnement, qui parlent éventuellement de réseau de soins et pas simplement de coûts. Égalité de conditions entre organismes complémentaires, donc, mais pas uniformité. Et c'est pourquoi nous avons pris en compte les spécificités mutualistes en transposant la directive Solvabilité 2, en tenant compte de vos règles de gouvernance et en aménageant les règles pour les plus petits organismes. Aujourd'hui, vous souhaitez aller plus loin pour mieux vous adapter dans la diversité de vos composantes à votre environnement. Vous ouvrez un important chantier pour la refonte du Code de la mutualité. Je vous l'ai dit, le gouvernement soutient et soutiendra cette initiative. Et je peux vous l'annoncer aujourd'hui, un texte interviendra en 2016 qui refondera le Code de la mutualité pour répondre à vos préoccupations. Je ne doute pas que dès aujourd'hui, en quelque sorte, dès les prochaines semaines, des échanges nourris interviendront pour permettre d'aboutir. Les mois et les années à venir seront décisifs pour l'accès aux soins et pour la mutualité. 2 chantiers communs nous attendent. La généralisation du tiers payant et la généralisation de la couverture complémentaire santé des salariés en entreprise à partir du 1er janvier 2016. La généralisation du tiers payant, je le redis, c'est une mesure de progrès. C'est une mesure qui permettra de lutter contre le renoncement aux soins et c'est une mesure qui complète ou fait écho à la mise en place de la CMU. Mais c'est aussi, et je ne le sous-estime pas, pour vous comme pour d'autres, un défi. Un défi technique, sans doute, mais aussi un défi d'organisation. Et je veux vous remercier très sincèrement de l'engagement qui a été le vôtre pour le projet de loi de modernisation de notre système de santé et pour la généralisation du tiers payant à tous nos concitoyens. Je ne l'oublie pas et je ne l'oublierai pas. Ce défi, vous l'avez relevé. Je salue les travaux que vous avez engagés avec l'assurance maladie obligatoire et les autres familles d'organismes complémentaires pour présenter des solutions techniques simples pour les professionnels de santé, simples pour les patients et tant qu'à faire, simples pour vous. Et vous allez me remettre le 31 octobre prochain un rapport qui détaillera le dispositif que vous préconisez. Je viens de signer un courrier au président des différentes familles de complémentaires pour préciser les attentes du gouvernement. Votre implication, celle de tous les complémentaires, sera essentielle pour répondre aux attentes de chacun en termes de sécurité, de rapidité des paiements
ça c'est la demande des professionnels, pour observer de manière vigilante les conditions de la mise en œuvre de ce tiers payant. Et vous avez, vous, mutualité, un rôle clé à jouer. La généralisation de la couverture complémentaire santé, c'est le deuxième grand chantier engagé. La généralisation de la couverture des salariés en entreprise sera achevée en 2016. Ce sera un jalon important de l'histoire sociale de notre pays. Elle a été voulue par le président de la République et les partenaires sociaux, en particulier d'ailleurs la CFDT, pas seulement elle, mais en particulier elle. Et leur ambition, c'est que tous les salariés puissent bénéficier des garanties qui jusque-là étaient apportées à certains d'entre eux par les contrats collectifs en entreprise. C'est donc une bonne chose. Mais je n'ignore pas, et nous en avons d'ailleurs discuté, la complémentaire santé, elle s'est mise en place dans le cadre de l'ANI, portée par le ministère du Travail. Et nous avons, dès ce moment-là, discuté ensemble. Non pas de la manière, pas seulement de la manière dont il fallait mettre en place ce dispositif, mais des risques qui pouvaient exister et des effets de bord, pour parler simplement, qui pouvaient apparaître vis-à-vis de la couverture individuelle d'une partie de nos concitoyens. Je le dis, il est pour moi inenvisageable que la couverture collective des salariés en entreprise se fasse au détriment des populations qui resteront couvertes par des contrats individuels, c'est-à-dire les jeunes, les retraités, les chômeurs, mais aussi, on a tendance à l'oublier, les fonctionnaires ou les indépendants. La couverture complémentaire de ces populations qui sont en dehors de l'ANI de 2013, ou ceux dont la couverture est mal assurée par cet accord, est le défi qui se présente à nous et qui nous rassemble. Je souhaite que nous avancions dans deux directions. D'abord, nous devons garantir la couverture en entreprise et sa portabilité pour les salariés dans des situations qui sont aujourd'hui mal prises en compte. Je pense aux situations de travail précaires, aux cas de défaillance de l'entreprise. Et c'est le sens de la mission sur la couverture collective et la mutualisation des risques que j'ai confiée à Dominique Libault. Ensuite, nous devons garantir que l'accessibilité et la qualité de la couverture complémentaire seront au rendez-vous pour les populations qui bénéficient de contrats individuels. J'ai évoqué les populations concernées, parmi lesquelles les jeunes et notamment les étudiants. Je souhaite à cette occasion rappeler les efforts qui ont été les miens, à la fois pour accompagner l'évolution de la mutuelle des étudiants, la LMDE, vers une solution garantissant sa viabilité économique et pour assurer l'amélioration de la qualité du service rendu aux étudiants. Je salue les décisions récentes de cette mutuelle, la LMDE, d'Interial et de la Caisse nationale d'assurance maladie qui permettront des améliorations rapides. Il y a les étudiants, mais il y a peut-être surtout les retraités, même s'il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres. C'est pour eux sans doute que les risques sont les plus lourds, parce que, nous le savons bien, la fin de la vie active, ce sont des revenus qui baissent, par définition, et des besoins de santé qui commencent à augmenter. Le jeune retraité n'est pas tout de suite concerné, mais assez rapidement, les besoins de santé se multiplient. Cela suppose que nous puissions mettre en place plus de solidarité entre les types de couverture. Nous devons travailler ensemble pour définir les voies et moyens d'organiser cette couverture, cette transition entre la vie active et la retraite. L'une des pistes, ce peut être de donner plus d'effectivité au droit au maintien du contrat prévu par la loi E20 de 1989. D'autres pistes peuvent exister, je souhaite en tout cas que nous y travaillions. Mesdames et messieurs les mutualistes, alors que nous fêtons toute cette année les 70 ans de la sécurité sociale, il est important que nous nous retrouvions autour des valeurs fondamentales de la solidarité et de l'égalité. Je l'ai dit en commençant mon propos,
il n'y va rien de moins que de la République sociale. Et la République sociale, la République, elle n'est pas complètement la République si elle n'est pas aussi sociale. C'est en tout cas mon combat, c'est ma conviction, c'est mon engagement. Et c'est pour cela que je souhaite vous dire ma confiance, mon soutien, vous dire que les évolutions auxquelles vous êtes confrontés sont des évolutions auxquelles je suis évidemment extrêmement attentive et je souhaite faire en sorte que vous puissiez disposer dans cet environnement de tous les outils nécessaires pour toujours répondre mieux, parce que c'est bien cela notre objectif commun, aux attentes, aux préoccupations et aux besoins de nos concitoyens. Merci à vous, beau congrès, et je sais que le travail nous attend encore, toujours, mais pensons simplement à cela, ce sont les valeurs de la République qui sont en jeu.